Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Nous avons choisi ce mois-ci de vous parler des pathologies les plus fréquentes chez les sportifs. Et quand on parle de ces pathologies, eh bien forcément, on parle du genou. Nous serons avec un chirurgien orthopédiste pendant la première partie de cette émission. Romain Letartre sera avec nous par visio. En seconde partie, nous allons parler de nutrition et une diététicienne de l'INSEP, Véronique Rousseau, nous rejoindra donc dans la seconde partie de cette émission. Première partie avec le docteur Letartre que j'ai le plaisir d'accueillir. Romain Letartre, vous êtes chirurgien orthopédiste, vous êtes président de l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé. Vous êtes également membre du bureau de la Société francophone d'arthroscopie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors Romain Letartre, on va s'intéresser tout de suite aux blessures des genoux. C'est votre spécialité, le genou. Première question, vous êtes chirurgien orthopédiste. Pourquoi est-ce que vous vous êtes spécialisé dans le genou ? Au fur et à mesure, dans mon parcours de formation, j'ai eu la chance d'être chef de clinique dans un service spécialisé dans le genou. Et donc, à la fin de ma formation, mon patron, qui s'appelait le docteur Goujon, est parti avec moi. On a créé ensemble un institut spécialisé dans le genou qui s'appelait Nord-Genou. Donc, naturellement, on est parti sur la chirurgie du genou. Ensuite, c'est une articulation que j'aime beaucoup car on peut faire de la chirurgie du jeune avec le sportif, la chirurgie des personnes plus âgées avec la prothèse. Ce n'est pas le cas dans toutes les articulations. Et donc, c'est une articulation qui nous permet d'effectuer de la chirurgie diverse. On soigne des jeunes de 7 à 77 ans. Alors le genou est une articulation qui est particulièrement exposée, notamment chez les populations sportives. Vous avez opéré beaucoup de joueurs de football professionnels, notamment des joueurs du LOSC, de Lille, Dimitri Payet, Marvin Martin, je ne cite que eux. L'approche thérapeutique est-elle différente entre un sportif de haut niveau et un patient, j'ai envie de dire, plus ordinaire ? Oui, la technique chirurgicale est quasiment la même. Par contre, le sportif va vouloir être pris en charge beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vrai que chez un sportif classique, on va lui demander de faire une rééducation avant l'intervention chirurgicale. On va lui demander donc souvent il fait de la kiné. On l'opérera en général 2-3 mois après le traumatisme. Alors que chez le sportif de haut niveau, on n'a pas le temps et il faut les opérer rapidement. Et donc, ils ont des protocoles de rééducation qui sont beaucoup plus poussés avec des techniques notamment anti-inflammatoires, avec des gainages qui vont permettre une récupération plus rapide. Le problème du sportif de haut niveau, c'est le temps. On n'a pas le temps avec eux. D'accord. Donc finalement, Par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont très bien encadrés. Et du coup, ils ont une rééducation qui est d'un niveau vraiment supérieur aux sportifs classiques. Raison pour laquelle, notamment, ils ont probablement moindre rupture que les sportifs classiques. Alors, en opérant principalement des footballeurs à Lille, vous avez dû voir passer cette pathologie que beaucoup de monde connaît, les ligaments croisés. C'est un peu votre fonds de commerce. Je crois que juste avant, vous aviez une opération. Là, je vous vois avec la Charlotte, je vous vois avec le masque. Vous êtes entre deux opérations. C'est ça, je suis entre deux opérations et je viens de faire en effet une reprise de rupture du ligament croisé antérieur. Donc oui, c'est mon fonds de commerce, c'est pas très... Oui, c'était une manière de dire. C'était une manière de dire. Non, mais c'est l'intervention que je fais le plus souvent. Et c'est une intervention qui est devenue très fréquente. Je crois qu'en 1994, il y avait à peu près 15 000 ligaments croisés qui étaient effectués en France. Aujourd'hui, on en est à 50 000. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui explique soudain qu'on passe de 14 000 à 50 000 ligaments croisés par an ? Tout d'abord, c'est pas soudain, c'est une progression qui est quasiment qui est homogène au fur et à mesure des années. La principale raison, c'est qu'on les diagnostique beaucoup mieux. On fait des IRM rapidement, donc les gens savent qu'ils ont une rupture du ligament croisé. La deuxième raison, c'est que le sport a pris beaucoup d'importance ces dernières années, notamment le sport de haut niveau. Et les gens font beaucoup plus de sport. Les femmes font beaucoup plus de sport. Les femmes se sont mises au foot, se sont mises à des sports des sports de pivot contact. Elles faisaient moins de sport avant. Et les femmes sont plus fragiles que les hommes au niveau des ligaments. Elles ont des ligaments qui sont moins solides. Donc on fait beaucoup plus de ligaments croisés antérieurs chez les femmes aujourd'hui qu'on faisait il y a 15-20 ans. Et la dernière raison, je pense, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être jeune. Et le fait d'avoir une rupture du ligament croisé antérieur il y a 20 ans, on vivait très bien sans et ça se passait bien. Et maintenant, en fait, tout le monde veut être opéré du ligament croisé antérieur, car quand on n'a plus de ligament croisé antérieur, on fait moins d'activités sportives, moins de sport de pivot contact, et ça, les gens ne le tolèrent plus. Autant quelqu'un de 40 ans, il y a 20 ans, on lui disait vous ne ferez plus de foot, vous ne ferez plus de ski. Il acceptait. Aujourd'hui, à 40 ans, il dit moi j'ai encore 20 ans de sport devant moi et je veux continuer à faire du sport. Et du coup, on les opère. D'accord. Donc, parce que
Avant, c'est vrai qu'on n'opérait pas après 40 ans. Enfin, Ouais, c'est ça. Voilà. Je dirais qu'il y a 20-30 ans, enfin en 90, quelqu'un qui avait une rupture du ligament croisé antérieur à 40 ans, on l'opérait pas. Aujourd'hui, on fait des interventions de. Moi, j'ai déjà opéré un prof de karaté qui avait 63 ans. Et il est ravi de s'être fait opérer. Enfin, il y a beaucoup de gens de 60 ans qu'on opère, enfin beaucoup. Quand la personne est sportive et qu'elle est instable dans la vie quotidienne, pourquoi on ne va pas l'opérer? Ça lui fera du bien. Et c'est vrai qu'à 60 ans, on peut encore faire du ski, on peut encore faire du jogging, des activités sportives qui peuvent solliciter le genou. qu'est-ce qu'on peut faire pour plutôt prévenir que guérir, justement sur cette pathologie du ligament croisé qui, on le rappelle, est quand même extrêmement lourde, hein. C'est une opération qui n'est pas anodine. Et puis derrière, c'est quand même 6 mois d'arrêt avec la rééducation avant une reprise sportive. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça? Alors, pour prévenir ça, là où c'est grave la rupture du ligament croisé antérieur, c'est chez le jeune. Si vous vous cassez le croisé antérieur à 40 ou 50 ans, c'est pas très grave. Finalement, on va vous opérer et puis ça se passera bien. Le véritable problème, c'est chez les jeunes de moins de 20 ans qui ont beaucoup plus de risques de se recasser même après une intervention. Et chez ces gens-là, il faut vraiment tout faire pour éviter d'avoir une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, il y a des programmes de prévention. Il y a le FIFA 11+. C'est des programmes de prévention chez les footballeurs, mais aussi ça peut très bien être adapté chez les handballeurs, chez les basketteurs. Il faut bien s'échauffer. Il faut travailler les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est les muscles qui sont derrière les cuisses. Et on s'est rendu compte que par exemple, chez la femme, les ischio-jambiers sont un peu faibles. Ils sont plus faibles que chez l'homme. C'est probablement pour ça qu'elles se rendent plus le ligament croisé antérieur, parce que ces ischio-jambiers, ils servent à tirer le tibia vers l'arrière. Le ligament croisé antérieur, il empêche le tibia de partir en avant. Donc, si vos freins naturels musculaires sont faibles, vous allez avoir plus de facilité, le tibia va avoir plus de facilité à partir en avant, et du coup, vous allez avoir plus de risque d'avoir une rupture du ligament croisé antérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle la Est-ce que depuis que ce programme a été mis en place, cela fonctionne? Est-ce qu'on peut observer des résultats? Vous avez l'air un peu sceptique. Non, si, mais le problème, c'est que c'est un programme qui est lourd. C'est 20 minutes à chaque fois avant chaque entraînement. Et il n'est pas appliqué de manière systématique dans les clubs. C'est plus les clubs professionnels qui l'utilisent. Quand ce programme a été installé, ils ont mis en évidence 50% de moins de traumatismes globaux, hein. Il n'y a pas que le ligament croisé antérieur, il y a aussi les lésions musculaires. En fait, c'est vraiment un programme qui est efficace, mais qui est lourd et qui est lourd à prendre en charge. Quand on se blesse à un genou, on a tendance à compenser avec l'autre. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est une excellente question. Il faut savoir que quand vous cassez un ligament croisé antérieur, vous avez à peu près 10% de chance de vous casser l'autre croisé antérieur. Donc, 10% de plus? Non, 10% de chance. Okay. 10%, c'est-à-dire que c'est énorme. Ça veut dire qu'un patient qui se casse un croisé antérieur, il a 5 à 10% de chance de se casser l'autre croisé antérieur, ce qui est quand même assez important. Et alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est peut-être qu'il y a des mécanismes de compensation. Quand on se blesse un genou, on va plus solliciter le genou sain. Mais il y a aussi des problèmes de fragilité constitutionnelle. Il y a des gens qui ont, notamment des filles, excusez-moi de parler souvent des femmes, mais il y a un vrai problème au niveau des femmes aujourd'hui. Et il faudrait vraiment s'y attarder. Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Comment on fait pour rendre les genoux des femmes plus... Enfin, si c'est morphologique, il n'y a pas vraiment de solution. Oui, probablement, ouais, il y a une réathlétisation à faire. En fait, les femmes, vous n'avez pas forcément remarqué, mais elles ont souvent les jambes en X. Et ces jambes en X, ça favorise beaucoup les ruptures du ligament croisé antérieur. Et on sait dépister les personnes à risque. C'est-à-dire on peut leur faire des tests en début d'année et on voit comment elles se comportent face à un saut, face à un choc. Et on voit le genou qui commence à partir. Et si on voit que le genou, il a une fragilité, il va partir un peu en valgus, il va se tordre à moitié sur des gestes anodins, on se dit bien que lors d'un geste plus brutal, à ce moment-là, le genou va partir complètement, il va y avoir une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, il y a des protocoles de rééducation et même plutôt de réathlétisation qui vont permettre d'empêcher le tibia de repartir. Ça va être de rééduquer les muscles à rattraper le tibia et l'empêcher de partir du mauvais côté. Quand on se fait opérer des ligaments croisés, très souvent, on a une arthrose un petit peu précoce après une dizaine d'années post-opératoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est systématique? Comment se portent les sportifs opérés 10, 20, 30 ans après? C'est vrai, mais il ne faut pas généraliser. En fait. Tout dépend du ménisque aussi. Si vous avez une rupture du ligament croisé antérieur isolée, sans lésion méniscale, et que vous faites opérer du ligament et que ça va bien, vous avez très peu de chances de développer une arthrose. Par contre, si vous avez une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque, là, vous avez beaucoup plus de... Et que le ménisque a été retiré, parce que le ménisque, on peut soit le laisser en place, soit le retirer, soit le suturer. Si on vous retire le ménisque et vous avez une rupture du ligament croisé antérieur,
et qu'on opère ou qu'on n'opère pas cette rupture du ligament croisé-dentaire, vous risquez d'avoir de l'arthrose. Vous C'est pouvez vraiment rappeler le à quoi ménisque qui sert un a plus. ménisque, docteur? Alors, le ménisque, c'est un fibrocartilage, c'est un espèce d'amortisseur qui est entre le fémur et le tibia. Si vous voulez, le fémur, il est rond et le tibia, il est plat. Donc, entre les deux, vous imaginez bien que les deux surfaces ne vont pas bien ensemble. Et vous avez un espèce de fibrocartilage, il y a un amortisseur qui est entre les deux, qui va servir d'amortisseur de choc, qui va servir aussi de stabilisation du genou. Il va aussi lubrifier le genou quand il faut. Il va gérer l'absorption et l'évacuation de liquide synovial. Et donc, c'est vraiment un fibrocartilage qui est très important. Il y a 30 ans, on le retirait facilement. Aujourd'hui, on fait vraiment tout pour laisser ce ménisque en place et qui protège l'articulation. D'accord, donc il y a une vraie différence dans la rupture du ligament croisé si jamais le ménisque est touché et si le ménisque n'est pas touché. Parmi les autres, pathologies que vous rencontrez le plus chez les sportifs au niveau du genou, quelles sont-elles? J'ai entendu parler du syndrome de l'essuie-glace, c'est quoi? Alors, oui, le syndrome de l'essuie-glace, ça arrive chez les coureurs de fond, essentiellement, parfois chez les gens qui font du vélo. Mais c'est surtout les coureurs de fond, c'est la bandelette iliotibiale. C'est une bandelette qui est située au niveau de la face externe du genou. Je sais pas, voilà, je vais pas réussir à vous montrer sur le genou. C'est le frottement d'une bandelette sur l'épicondyle latéral. À force de faire des mouvements répétés, cette bandelette va frotter sur l'épicondyle et il va y avoir une inflammation de cette bandelette. Et les gens qui ont un syndrome de l'essuie-glace, ils vont très bien, mais quand ils courent, au bout de 3-4 km, ils sont obligés de s'arrêter car ils ont une douleur importante au niveau de la face externe du genou. Ça se traite en général par des semelles, le port de semelles adapté et un étirement du haut banc fessier. Alors, docteur, cette émission s'appelle Sport, Santé, Technologie. On va parler un petit peu de technologie et notamment des technologies qui vont permettre d'établir aujourd'hui des diagnostics de plus en plus précis. Quelles sont les avancées les plus notables dans le domaine du diagnostic? Diagnostic, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas négliger les radiographies standards qui nous permettent de faire des. Alors, c'est la technique la plus vieille, donc bon, c'est pas vraiment une technique innovante. Donc, radiographie standard, il y a l'IRM. L'IRM, bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire une consultation chirurgicale de genou sans des radiographies et une IRM. Il faut les deux. Ça nous permet de faire des diagnostics précis. Et l'IRM devient vraiment de plus en plus précise. Après, bien sûr, il y a le scanner et l'arthroscanner. On en fait de plus en plus, des scanners notamment pour positionner des prothèses de genoux. Donc, c'est pas vraiment dans le sport, c'est plus pour le genou dégénératif. Aujourd'hui, on peut prescrire un scanner du genou qui va nous permettre de modéliser le genou du patient et de pouvoir construire une prothèse qui va être tout à fait personnalisable au patient. Donc il y a beaucoup d'avancées actuellement sur les prothèses et je dirais qu'on a un peu stagné pendant 20 ans sur la prothèse. Là, depuis 5-6 ans, il y a des évolutions vraiment intéressantes qui arrivent. La prothèse imprimée en 3D, c'est quelque chose que vous voyez, vous, au quotidien ou pas encore? Avec un scanner, vous pouvez soit faire des ancillaires sur mesure, c'est-à-dire que vous allez mettre Normalement, quand on met une prothèse, on a un matériel mécanique, on va mettre une tige dans le fémur, et puis on a du gros matériel qui va nous permettre de mettre une prothèse. Et puis aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle des ancillaires personnalisés. Donc c'est un ancillaire qui va se poser sur le fémur du patient, qui est adapté au patient, qui a été modélisé 3D avec une imprimante 3D sur le patient pour mettre une prothèse, classique. Et sinon, vous avez un autre système qui va construire, par exemple, qui va modéliser la prothèse du patient, la prothèse parfaite au patient. Ça, c'est un laboratoire suisse qui développe ce système, et c'est vraiment une prothèse sur mesure. Mais pour vous, c'est une actualité? C'est-à-dire que vous opérez à partir de ces prothèses-là? C'est tout à fait. Ça fait 4-5 ans que ça existe pour le genou, ça fait une vingtaine d'années que ça existe pour la hanche. Et c'est une actualité, c'est une véritable avancée. Et probablement la voie du futur pour les prothèses de genou. On sait qu'aujourd'hui, quand on met une prothèse de genou, le patient oublie rarement sa prothèse, c'est-à-dire qu'il sent sa prothèse dans le corps, alors que la prothèse d'hanche, souvent les patients, dans 80% des cas, ils ne sentent plus leur prothèse et ils sont contents. Dans la prothèse de genou, les gens sont ravis, ils se sentent mieux, mais ils sentent leur prothèse dans 80% des cas, et dans 20% des cas, ils oublient leur prothèse. Le but, si vous voulez, c'est quand on met une prothèse, que le patient ne sente plus sa prothèse et qu'il ait complètement oublié sa prothèse. Et cette situation-là est fréquente dans la hanche, mais beaucoup moins fréquente dans le genou. Et donc peut-être qu'avec ces prothèses sur mesure, nous arriverons à avoir des meilleurs résultats et des genoux oubliés dans 50-60% des cas. Alors, je ne veux pas faire de la science-fiction, mais est-ce que la reconstruction tissulaire à base de cellules, c'est quelque chose que vous, en tant que chirurgien, vous pouvez envisager dans les 10 années à venir?
Je pense que oui. En France, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays dessus, notamment à cause de l'histoire du sang contaminé. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on manipule les tissus morts. Mais par exemple, en Belgique, en Italie, ils sont assez en avance là-dessus et ils en font beaucoup. Alors, il y a quelques promoteurs. Le problème de ces cellules souches, c'est qu'on en parle beaucoup et finalement, quand on regarde, nous, on n'y a pas accès, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, bah, mettez-moi des cellules souches. Je leur dis, mais moi, je ne fais pas et on n'a pas accès à ça. Alors, il y a quelques laboratoires qui vendent ça, mais c'est assez cher, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et le niveau de preuve des études est faible. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études qui nous permettent de dire avec certitude que ça marche bien, les cellules souches. Mais probablement que c'est une voie d'avenir et peut-être que dans 10-15 ans, on le fera beaucoup plus, notamment avec la graisse. Il y a des études en cours dessus. Et c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on en parle des cellules souches et aujourd'hui, dans 15 ans, on n'a pas beaucoup avancé. En tout cas, ce n'est pas de pratique courante. Il y a très peu de chirurgiens qui font ça, notamment peut-être parce que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais le niveau de preuve reste très faible. Merci, docteur, on reste très bien un petit peu plus de temps avec vous parce que la thématique est absolument passionnante, mais je vais surtout vous laisser retourner au bloc, peut-être aller opérer un autre ligament croisé. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Sport Santé Technologie, ça continue tout de suite. On va parler de diététique. À tout de suite. De retour dans Sport Santé Technologie. Et si les blessures du genou étaient liées à la diététique? Transition toute trouvée pour accueillir ma seconde invitée, Véronique Rousseau. Elle est diététicienne à l'INSEP. Avec vous, Véronique, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Nous allons nous intéresser à la diététique chez les athlètes, mais pas uniquement. Peut-être que ça peut intéresser nos téléspectateurs qui n'ont pas pour ambition de devenir champion olympique. Il doit y en avoir quelques-uns. Avant de s'intéresser à la thématique, à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre ce qui vous a donné envie, vous, de devenir diététicienne. Vous avez quand même une carrière de sportive avant ce métier. Votre discipline, c'était le judo? Oui, c'est ça. J'étais en équipe de France de judo pendant 10 ans et j'ai mené le double projet à l'INSEP de formation et de performance. Donc j'ai commencé par passer une licence TAPS, puis passer le professorat de sport. Je me suis blessée et donc pendant mes 10 ans d'athlète de haut niveau à l'INSEP, je me suis réorientée en passant le diplôme de diététicienne nutritionniste du sport. D'accord. Et voilà. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé un petit peu, et notamment avec l'équipe du professeur Kreff, avant de revenir à l'INSEP en poste. Alors, ce qui m'amène vers ma deuxième question, vous m'avez fait une transition idéale. Quelle est la différence entre un nutritionniste ou une nutritionniste et un diététicien ou une diététicienne? Alors, la profession de diététicienne nutritionniste ou médecin nutritionniste est réglementée par un code de santé. Donc, c'est une loi du 30 janvier 2007. Mais le qualificatif de nutritionniste ne répond à aucun cadre réglementaire. En fait, il fait l'objet d'un abus d'utilisation. Donc, en règle générale, il faut avoir affaire à un diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste, en tout cas qui ont une vraie connaissance des aliments et qui sont diplômés pour faire du conseil individuel. Alors, quelle est la principale piste de votre travail? Est-ce que votre travail, ça consiste tout simplement à faire perdre du poids aux sportifs? Alors pour les sportifs, non, parce que souvent le sportif, il prend du poids de par sa masse musculaire qui augmente. Et donc, mais bien souvent, une des préoccupations principales pour le sportif, c'est de diminuer le pourcentage de masse grasse corporelle. Donc parfois, ça passe par, en même temps, ça dépend de l'excédent de masse grasse, mais ça peut passer par une perte de poids. Mais parfois aussi, on peut diminuer son pourcentage de masse grasse et on peut parallèlement prendre du poids puisqu'on prend de la masse musculaire. Donc, en tout cas, il y a une préoccupation, surtout au niveau de la composition corporelle. Donc, ce n'est pas forcément uniquement le poids de corps. Comment est-ce qu'on s'adapte aux différents profils avec lesquels vous travaillez? Je suppose qu'on ne recommande pas les mêmes choses pour un Teddy Riner que pour un Christophe Lemaître.
Non, on va pas recommander. Déjà, on va faire un état des lieux de l'alimentation du sportif. On va calculer le grammage de protéines par kilo poids de corps. On va vérifier en fait tout l'aspect quantitatif, qualitatif, diversité, répartition, hydratation. On va aussi bien souvent y associer toutes les données anthropométriques, c'est-à-dire le poids de corps, l'estimation de la masse grasse, les circonférences de biceps, de taille et de cuisses. Et avec tous ces éléments-là, eh bien, on va répondre aux préoccupations principales des sportifs. Donc parfois, eh bien, ça peut être que de faire les courses, parfois ça peut être de mieux gérer le petit déjeuner, parfois c'est de mettre en place des stratégies pré-entraînement et post-entraînement. Et d'autres fois, on a plutôt une gestion autour de l'hydratation du sportif. Donc on va prioriser un petit peu les informations, on ne va pas faire une révolution alimentaire et on va procéder étape par étape pour améliorer globalement en fait, l'alimentation quotidienne du sportif. Mais est-ce que globalement, il y a une problématique de nutrition par sport? Il y a une préoccupation, enfin, et par sport et surtout de façon très individuelle. Parce que le même sportif, si on prend deux judokas, ils peuvent avoir des préoccupations totalement différentes. Un peut avoir comme préoccupation de prendre de la masse musculaire, l'autre de perdre de la masse grasse. Mais aussi, ça peut être la gestion des aliments plaisir, ça peut être des problèmes de comportement alimentaire. Donc chacun est un petit peu, voilà, et a des préoccupations différentes. On parle souvent du fameux IMC, l'indice de masse corporelle. À quoi est-ce que cela correspond? Et est-ce que c'est un indice qui vous aide dans vos prises de décision? Alors pour le sportif, pas du tout. C'est le poids sur la taille au carré. Et autant pour les sédentaires, ça nous donne une indication, c'est-à-dire au-dessus de 25, eh bien, la personne est en surpoids. Mais chez le sportif, c'est un contre-indicateur. Nous, on se fie exclusivement à l'estimation de la masse grasse avec la pince des plis cutanés ou par une forme un petit peu plus lourde de DEXA, d'imagerie, où localement, on va estimer la masse grasse. Alors, Véronique, du coup, vous supervisez toute la chaîne alimentaire, depuis l'achat des aliments jusqu'à l'évaluation des repos, en passant par l'élaboration des menus. Concrètement, quel est votre métier au quotidien? Ah oui, alors ici à l'INSEP, évidemment, tout n'est pas contrôlé de l'achat à l'assiette. Mais par contre, l'offre qui est proposée ici aux sportifs internes fait l'objet d'un cahier des charges assez rigoureux et des réunions avec une équipe de diététiciens, diététiciennes permettent d'améliorer cette offre en qualité d'alimentation et en diversité. Donc le but, c'est d'ouvrir un petit peu cette offre et en qualité. Mais par contre, les sportifs qui, eux, gèrent leur alimentation, qui prennent essentiellement leur repas chez eux, dans leur appartement, donc on va les accompagner en fait pour mieux préparer éventuellement les repas ou pour faire les courses. Donc on va adapter en fonction de la demande. Alors, on peut essayer d'élargir un petit peu le débat pour les téléspectateurs qui feraient un petit peu moins de sport que les personnes avec qui vous travaillez à l'INSEP. Question un petit peu plus générale, doit-on se priver? Alors moi, je vais répondre un peu par une définition, c'est-à-dire que l'alimentation doit répondre à un confort physique, psychologique et social. Donc, on ne doit pas évidemment se priver, mais on doit aussi gérer une fréquence d'aliments plaisir. C'est-à-dire qu'on sait que les aliments les plus riches en sucre ou plus riches en graisse, eh bien, vont faire l'objet d'une diminution de fréquence à la semaine. Donc c'est dans cette optique, lorsqu'on accompagne le sportif et qu'il y a une surconsommation éventuellement de certains produits qui ne vont pas vers une alimentation très adaptée pour eux, en lien avec leur activité sportive. Donc on va procéder étape par étape pour diminuer un petit peu cette fréquence d'aliments. Donc dans l'idée,
C'est évidemment qu'il y a quelques contraintes alimentaires lorsqu'on est sportif de haut niveau, mais pour certains, le but du jeu, c'est d'arriver à ce que ça soit un vrai plaisir de vie, de manger naturellement et que ça soit plus une préoccupation et que le sportif soit en totale autonomie par rapport à ses choix et par rapport à ses prises alimentaires. Véronique, dernière question précise, doit-on absolument exclure certains aliments? Alors, l'alimentation miracle se trouve dans la diversité, donc on ne doit pas se priver d'un aliment. D'accord. Voilà, je crois que le message est passé pour nos téléspectateurs. Merci Véronique, c'est déjà la fin de cette émission. On vous laisse retourner conseiller et nourrir nos futurs champions olympiques. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport, Santé, Technologie, nouvelle thématique, nouveaux invités. Salut à tous, bonne semaine sur Sport en France.